En tout cas, ce soir, point de tour de Nesle, dit Blanche. Pour moi, cela ne fera guère de différence avec les jours précédents, répondit Philippe Daunet. Mais j'enrage à penser que cette nuit, entre les bras de Louis de Navarre, Marguerite aura sans doute les mêmes mots. Ah, mon ami, c'est allé trop loin, dit Jeanne, avec beaucoup de hauteur. Tout à l'heure, vous accusiez Marguerite sans raison d'avoir d'autres amants. Maintenant, vous voudriez empêcher qu'elle ait un époux. Les faveurs qu'elle vous consent vous font trop oublier qui vous êtes. Je pense que demain, je vais conseiller à notre oncle de vous envoyer quelques mois dans son comté de Valois, où sont vos terres, pour vous mettre l'esprit en repos. Du coup, le beau Philippe Daunet se trouva calmé. « Oh, madame, murmura-t-il, je crois que j'en mourrai. » Il était bien plus séduisant ainsi que dans la colère. On l'eût effrayé à plaisir rien que de voir s'abaisser les longs cils soyeux et trembler légèrement son menton blanc. Il était soudain si malheureux, si pitoyable, que les deux jeunes femmes, oubliant leur alerte, ne purent s'empêcher de sourire. « Vous direz à votre frère Gauthier que ce soir, je soupirerai bien après lui, » dit Blanche de la plus douce façon du monde. On ne pouvait savoir si elle parlait sincèrement. « Ne faudrait-il pas, dit Daunet un peu hésitant, prévenir Marguerite de ce que nous venons d'apprendre dans le cas où, pour ce soir, elle aurait prévu que Blanche en décide. Moi, je ne me charge plus de rien, dit Jeanne. J'ai eu trop peur. Je ne veux plus être mêlée à vos affaires. Un jour, cela finira mal, et vraiment, c'est me compromettre à plaisir pour rien. Il est vrai, dit Blanche, que tu ne profites guère des aubaines. De nos 3 maris, c'est le tien qui s'absente le plus souvent. Si Marguerite et moi avions cette chance. Mais je n'en ai pas le goût, répliqua Jeanne. Ou pas le courage, dit Blanche. Il est vrai que, même si je le voulais, je n'ai pas ton habileté à dissimuler, ma sœur, et je suis sûr que je me trahirais tout de suite. Ayant dit cela, Jeanne resta songeuse un instant. Non, certes, elle n'avait pas envie de tromper Philippe de Poitiers, mais elle était lasse de passer pour prude. « Madame, lui dit Philippe, ne pourriez-vous pas me charger d'un message pour votre cousine ?» Jeanne considéra le jeune homme de biais avec une indulgence attendrie. « Vous ne pouvez donc plus vivre sans la belle Marguerite ?» répondit-elle. « Allons, je vais être bonne. Je vais acheter pour Marguerite quelques pièces de parure que vous irez lui porter de ma part. Mais c'est la dernière fois. » Ils s'approchèrent d'un éventaire. Tandis que les deux jeunes femmes se consultaient, Blanche allant tout droit aux objets les plus chers, Philippe Daunet repensait à la brusque apparition du roi. « Chaque fois qu'il me voit, il me demande mon nom. Cela fait la 6e fois, et toujours il fait allusion à mon frère. » Il eut une lourde appréhension et se demanda pourquoi il éprouvait toujours un si vif malaise devant le souverain. À cause de son regard, sans doute, à cause de ses yeux trop grands, immobiles, et de leur étrange couleur incertaine entre le gris et le bleu pâle, pareille à celle de la glace des étangs les matins d'hiver, des yeux qu'on ne cessait de revoir pendant des heures après les avoir rencontrés. Aucun des 3 jeunes gens n'avait remarqué un seigneur d'immense stature, portant des bottes rouges et qui, arrêté à mi-marche sur le grand escalier, les observait depuis un moment. « Messire Philippe, je n'ai point assez d'argent sur moi. Voulez-vous payer ?» C'était Jeanne qui venait de parler, tirant Philippe Daunet de ses réflexions. L'écuyer s'exécuta avec empressement. Jeanne avait choisi pour Marguerite une ceinture de velours sur laquelle étaient cousus des motifs d'argent filigranés. « Oh, je voudrais la même, dit Blanche. » Mais elle non plus n'avait pas d'argent, et Philippe régla également son achat. Il en était toujours ainsi lorsqu'il les accompagnait. Elle l'assurait de le rembourser, mais elles oubliaient aussitôt, et il était trop gentilhomme pour le leur rappeler. « Prends garde, mon fils, lui avait dit un jour messire Gauthier Daunet le père. Les femmes les plus riches sont celles qui coûtent le plus cher. » Il en faisait la constatation à ses dépens, mais il s'en moquait. Les Daunet pouvaient se dispenser de compter. Leur domaine de Weimar et Daunet-les-Bondy entre Pontoise et Luzarches leur assuraient d'importants revenus. À présent, Philippe Daunet tenait son prétexte à courir vers l'hôtel de Nesle, où demeuraient le roi et la reine de Navarre de l'autre côté de l'eau. En passant par le pont Saint-Michel, il n'en avait que pour quelques minutes. Il salua les 2 princesses et se dirigea vers les portes de la galerie Mercière. Le seigneur aux bottes rouges le suivit du regard, un regard de chasseur. Ce seigneur était Robert d'Artois, revenu depuis quelques jours d'Angleterre. Il parut réfléchir, puis il descendit l'escalier et à son tour gagna la rue. Dehors, le bourdon de Notre-Dame s'était tu, et il régnait sur l'île de la Cité un silence inhabituel, impressionnant.
Que se passait-il à Notre-Dame? Notre-Dame était blanche. Les archers s'étaient formés en cordon pour maintenir la foule en deçà de l'étroit parvis. À toutes les fenêtres, des têtes curieuses se pressaient. La brume s'était levée et un pâle soleil éclairait les pierres blanches de Notre-Dame de Paris, car la cathédrale n'était achevée que depuis 70 ans, et l'on travaillait sans cesse à l'embellir. Elle avait encore l'éclat du neuf, et la lumière faisait ressortir l'arc des ogives. La dentelle de la rosace centrale accentuait le fourmillement des statues au-dessus des porches. On avait repoussé contre les maisons les marchands de poulets qui chaque matin vendaient devant l'église. Le criaillement d'une volaille étouffant dans son cajot déchirait le silence, cet anormal silence qui venait de surprendre le comte d'Artois à la sortie de la galerie Mercière. Le capitaine Alain de Pareil se tenait immobile devant ses soldats. En haut des marches qui montaient du parvis, les 4 dignitaires du temple étaient debout, dos à la foule et face au tribunal ecclésiastique, installés entre les vantaux ouverts du grand portail. Évêques, chanoines, clercs siégeaient alignés sur 2 rangs. La curiosité de la foule se portait principalement sur les 3 cardinaux spécialement envoyés par le pape pour bien signifier que la sentence serait sans appel ni recours devant le Saint-Siège, ainsi que sur monseigneur Jean de Marigny, le jeune archevêque de Sens, frère du recteur du royaume, et qui, avec le grand inquisiteur de France, avait conduit toute l'affaire. Les robes brunes ou blanches d'une 30aine de moines apparaissaient derrière les membres du tribunal. Seul laïc de cette assemblée, le prévôt de Paris, Jean de Ploye-Bouche, personnage d'une 50aine d'années, courteau, au visage contracté, paraissait peu satisfait de se trouver là. Il représentait le pouvoir royal et était chargé du maintien de l'ordre. Ses yeux allaient de la foule au capitaine des archers et du capitaine à l'archevêque de Sens. Le faible soleil jouait sur les mitres, les crosses, la pourpre des robes cardinalices, l'amarante des capes épiscopales, l'hermine des camailles, l'or des croix pectorales, l'acier des cottes de mailles, des casques et des armes. Ces scintillements, ces couleurs, cet éclat rendaient plus violent le contraste avec les accusés pour lesquels tout ce grand appareil avait été commandé. Les 4 vieux templiers guenilleux, serrés les uns contre les autres, et dont le groupe semblait sculpté dans la cendre. Monseigneur Arnaud d'Auch, cardinal d'Albano, premier légat, lisait debout les attendus du jugement. Il le faisait avec lenteur et emphase, savourant sa propre voix, satisfait de lui-même et de se donner en spectacle devant un auditoire populaire. Par instants, il jouait à l'homme horrifié par l'énormité des crimes qu'il avait à énoncer. Puis, il reprenait une majesté onctueuse pour relater un nouveau grief, un nouveau forfait. Entendu les frères Géraud du Passage et Jean de Cugny, qui affirment, après maint autre qu'on leur fit force à leur réception dans l'ordre, de cracher sur la croix. Pour ce, leur dit-on que c'était un morceau de bois et que le vrai Dieu était au ciel. Entendu le frère Guy Dauphin, à qui il fut enjoint, si l'un de ses frères supérieurs était tourmenté par la chair et se voulait satisfaire sur lui, de consentir à tout ce qui lui serait demandé. Entendu le grand maître Jacques de Molay, qui, sous la question, a reconnu et avoué. La foule devait tendre l'oreille pour saisir les mots déformés par un débit emphatique. Le légat en faisait trop, et il était trop long. Le peuple commençait à s'impatienter. À la relation des accusations, des faux témoignages, des aveux exhortés, Jacques de Molay murmurait pour lui-même « Mensonge, mensonge, mensonge ». La colère qu'il avait saisie pendant le trajet ne faisait que croître. Le sang battait de plus en plus fort à ses tempes décharnées. Rien ne s'était produit qui vînt arrêter le déroulement du cauchemar. Aucun groupe d'anciens templiers n'avait surgi de la foule. Entendu le frère Hugues de Perrault qui reconnaît avoir fait obligation aux novices de renier le Christ par 3 fois. Le visiteur général tourna vers Jacques de Molay un visage douloureux et prononça « mon frère, est-ce jamais moi qui ai dit cela ?» Les 4 dignitaires étaient seuls, abandonnés du ciel et des hommes, comme pris dans une tenaille géante entre les troupes et le tribunal, entre la force royale et la force de l'Église. Chaque parole du cardinal légat resserrait l'étau. Comment les commissions d'enquête, bien qu'on le leur eût expliqué 100 fois, n'avaient-elles pas voulu admettre, voulu comprendre que cette épreuve du reniement n'était imposée aux novices que pour assurer leur attitude s'ils étaient pris par les musulmans,
et sommés d'abjurer. Le grand maître avait une envie furieuse de sauter à la gorge du prélat, de le gifler, de l'étrangler. Et ce n'était pas seulement le légat qui l'eût voulu étriper, mais aussi le jeune Marigny, ce bellâtre mitré qui prenait des poses alanguies. Et surtout, il eût voulu atteindre ses 3 vrais ennemis, ceux qui n'étaient pas là, le roi, le garde des sceaux, le pape. La rage de l'impuissance lui faisait danser un voile rouge devant les yeux. Il fallait qu'il arrivât quelque chose. Un vertige si fort le saisit qu'il craignit de s'abattre sur la pierre. Il ne voyait pas qu'une fureur égale avait gagné son compagnon Geoffroy de Charnay et que la cicatrice du précepteur de Normandie était devenue toute blanche au milieu d'un front cramoisi. Le légat prit un temps dans sa déclamation, abaissa le grand parchemin, inclina légèrement la tête à droite et à gauche vers ses assesseurs, rapprocha le parchemin de son visage, y souffla comme pour en chasser une poussière. « Considérant que les accusés ont avoué et reconnu, les condamnons au mur et au silence pour le reste de leurs jours, afin qu'ils obtiennent la rémission de leurs fautes par les larmes du repentir, in nomine Patris. » Le légat fit un lent signe de croix et s'assit plein de superbe en roulant le parchemin qu'il tendit ensuite à un clerc. La foule demeura d'abord sans réaction. Après une telle énumération de crimes, la peine de mort était si évidemment attendue que la condamnation au mur, c'est-à-dire la prison à perpétuité, le cachot, les chaînes, le pain et l'eau, paraissait une mesure de clémence. Philippe le Bel avait bien ajusté son coup. L'opinion populaire allait admettre sans difficulté, presque platement, ce point final à une tragédie qui l'avait agité pendant 7 ans. Le premier légat et le jeune archevêque de Sens échangèrent un imperceptible sourire de connivence. « Mes frères, bredouilla le visiteur général, ai-je bien entendu? On ne nous tue point? On nous fait grâce ?» Il avait les yeux pleins de larmes et sa bouche aux dents cassées s'ouvrait comme s'il allait rire. Ce fut cette affreuse joie qui déclencha tout. Soudain, on entendit une voix proférer du haut des marches « Je proteste !» Et cette voix était si puissante que l'on ne crut pas d'abord qu'elle appartenait au grand maître. « Je proteste contre une sentence inique et j'affirme que les crimes dont on nous charge sont crimes inventés !» Une sorte d'immense soupir s'éleva de la foule. Le tribunal s'agita. Les cardinaux se regardèrent, stupéfaits. Personne ne s'attendait à cela. Jean de Marigny s'était levé d'un bond. C'en était fini des poses alanguies. Il était blême et tremblant de colère. « Vous mentez !» cria-t-il au grand maître. « Vous avez avoué devant la commission !» Les archers d'instinct s'étaient resserrés, attendant un ordre. « Je ne suis coupable, répondit Jacques de Molay, que d'avoir cédé à vos cajoleries, menaces et tourments. J'affirme devant Dieu, qui nous entend, que l'ordre est innocent et saint. » Et Dieu semblait l'entendre, en effet. Car la voix du grand maître, lancée vers l'intérieur de la cathédrale et répercutée par les voûtes, revenait en écho, comme si une autre voix plus profonde, au fond de la nef, avait repris chaque parole. « Vous avez avoué la sodomie !» dit Jean de Marigny. « Dans la torture !» répliqua Molay. « Dans la torture !» relança la voix qui paraissait se former dans le tabernacle. « Vous avez confessé l'hérésie ! Dans la torture !»« Dans la torture !» répéta le tabernacle. « Je retire tout !» dit le grand maître. « Tout !» répondit en grondant la cathédrale entière. Un nouvel interlocuteur entra dans cet étrange dialogue. Geoffroy de Charnay, à son tour, s'en prenait à l'archevêque de Sens. « On a abusé de notre affaiblissement, disait-il. Nous sommes victimes de vos complots et de vos fausses promesses. C'est votre haine et votre vindicte qui nous perdent. Mais je l'affirme aussi devant Dieu, nous sommes innocents, et ceux qui disent autrement en ont menti par la bouche. » Alors les moines qui se tenaient derrière le tribunal se mirent à crier « Hérétiques ! Au feu les hérétiques !» Mais leurs invectives n'eurent pas le résultat escompté. Avec ce mouvement d'indignation généreuse, qui le porte souvent au secours du courage malheureux, le peuple, en majorité, prenait parti pour les Templiers. On montrait le poing aux juges. Des bagarres éclataient à tous les coins de la place. On hurlait aux fenêtres. L'affaire menaçait de tourner à l'émeute. Sur un commandement d'Alain de Pareil, la moitié des archers s'étaient formés en chaîne, se tenant par les bras pour résister à la poussée de la foule, tandis que les autres, pics abaissés, faisaient face. Les sergents royaux, de leurs bâtons à fleurs de lys, frappaient à l'aveuglette dans la presse. Les cajots de marchands de poulets avaient été renversés et les cris de la volaille piétinée se mêlaient à ceux du public. Le tribunal était debout. Jean de Marigny se concertait avec le prévôt de Paris.
N'importe quoi, monseigneur, décidez n'importe quoi, disait le prévôt. Mais il ne faut point les laisser là, nous allons tous être emportés. Vous ne connaissez pas les Parisiens lorsqu'ils s'agitent. Jean de Marigny leva sa crosse épiscopale pour signifier qu'il allait parler, mais personne ne voulait plus l'entendre. On l'accablait d'insultes. « Tourmenteur, faux évêque, Dieu te punira !»« Parlez, monseigneur, parlez !» lui disait le prévôt. Il craignait pour sa situation et pour sa peau. Il se souvenait des émeutes de 1306 où l'on avait pillé les hôtels de bourgeois. « 2 des condamnés sont déclarés relapses, dit l'archevêque, forçant vainement la voix. Ils sont retombés dans leur hérésie. Ils ont rejeté la justice de l'Église. L'Église les rejette et les remet à la justice du roi. » Ces paroles se perdirent dans le vacarme. Puis, tout le tribunal, comme un troupeau de pintades affolées, rentra dans Notre-Dame, dont le portail fut aussitôt fermé. Sur un geste du prévôt, à Alain de Pareil, un groupe d'archers se précipita vers les marches. Le chariot fut amené et les condamnés poussés dedans à coups de manche de pique. Ils se laissèrent faire avec une grande docilité. Le grand maître et le précepteur de Normandie se sentaient à la fois épuisés et détendus. Ils étaient enfin en paix avec eux-mêmes. Les 2 autres ne comprenaient plus rien. Les archers ouvrirent le chemin au chariot, tandis que le prévôt Ploie-Bouche donnait des instructions à ses sergents pour qu'on nettoyât la place au plus vite. Il virait sur lui-même, complètement débordé. « Ramenez les prisonniers au temple !» cria-t-il à Alain de Pareil. « Pour moi, je cours en aviser le roi !» Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre. Pendant ce temps, Philippe d'Aunay était arrivé à l'hôtel de Nesle. On l'avait prié d'attendre dans l'antichambre des appartements de la reine de Navarre. Les minutes n'en finissaient plus. Philippe se demandait si Marguerite était retenue par des importuns ou si, simplement, elle prenait plaisir à le laisser languir. Elle avait des tours de cette manière. Et peut-être, au bout d'une heure, à piétiner, s'asseoir, se relever, s'entendrait-il dire qu'elle n'était pas visible. Il enrageait. Voilà quelque 4 années, dans le début de leur liaison, elle n'eût pas agi de la sorte. Ou peut-être aussi, il ne se souvenait plus. Tout à l'émerveillement d'une aventure commençante où la vanité avait autant de part que l'amour, il eût alors fait volontiers le pied de grue 5 heures de rang pour seulement apercevoir sa maîtresse, lui effleurer les doigts ou recevoir d'elle, d'un mot chuchoté, la promesse d'un autre rendez-vous. Les temps avaient changé. Les difficultés qui font la saveur d'un amour naissant deviennent intolérables à un amour de 4 ans. Et souvent la passion meurt de ce qui la fait naître. La perpétuelle incertitude des rencontres, les entrevues décommandées, les obligations de la cour, à quoi s'ajoutaient les étrangetés du caractère de Marguerite, avaient poussé Philippe à un sentiment exaspéré qui ne s'exprimait plus guère que par la revendication et la colère. Marguerite paraissait mieux prendre les choses. Elle savourait le double plaisir de tromper son mari et d'irriter son amant. Elle était de ces femmes qui ne trouvent de renouvellement dans le désir qu'au spectacle des souffrances qu'elles infligent, jusqu'à ce que ce spectacle même leur devienne lassant. Il ne se passait pas de jour que Philippe ne se dit qu'un grand amour n'avait pas d'accomplissement dans l'adultère, et qu'il ne se jurât de rompre un lien devenu si blessant. Mais il était faible, il était lâche, il était pris. Pareil au joueur qui s'enferre en courant après sa mise, il courait après ses rêves de naguère, ses vains présents, son temps dilapidé, son bonheur enfui. Il n'avait pas le courage de se lever de la table en disant « j'ai assez perdu ». Et il était là, tout morfondu de dépit et de chagrin, à attendre qu'on voulût bien lui dire d'entrer. Pour distraire son impatience, il s'assit sur un banc de pierre dans l'embrasure d'une fenêtre et regarda le mouvement des palefreniers qui sortaient les chevaux de selle pour aller les détendre sur le petit pré au clair, l'entrée des portefaix chargés des quartiers de viande et de ballots de légumes. L'hôtel de Nesle se composait de 2 monuments accolés, mais distincts, d'une part l'hôtel, proprement dit, qui était de construction récente, et d'autre part la tour, antérieure d'un bon siècle, qui appartenait au système des remparts de Philippe Auguste. Philippe le Bel avait acquis l'ensemble, 6 ans plus tôt, du comte Amaury de Nesle, pour le donner comme résidence au roi de Navarre, son fils aîné. La tour, dans le passé, n'avait guère servi que de corps de garde ou de resserre. C'était Marguerite qui, récemment, avait décidé d'y faire installer des pièces de séjour afin, prétendait-elle, de s'y retirer et d'y méditer sur ses livres d'heures. Elle affirmait avoir besoin de solitude. Comme elle était réputée de caractère fantasque, Louis de Navarre ne s'en était pas étonné. En fait, elle n'avait décidé de cet aménagement que pour pouvoir recevoir plus aisément le beau d'Aunay.
Ce dernier en avait conçu une inégalable fierté. Une reine, pour lui, avait transformé une forteresse en chambre d'amour. Puis, quand son frère aîné Gauthier était devenu l'amant de Blanche, la tour avait également servi d'asile au nouveau couple. Le prétexte était aisé. Blanche venait rendre visite à sa cousine et belle-sœur, et Marguerite ne demandait qu'à être tout à la fois complaisante et complice. Mais maintenant, lorsque Philippe regardait le grand édifice sombre, aux toits crénelés, aux étroites et rares ouvertures en hauteur, il ne pouvait s'empêcher de se demander si d'autres hommes n'y connaissaient pas auprès de sa maîtresse les mêmes nuits tumultueuses. Ces 5 jours qui venaient de s'écouler, sans qu'il eût reçu aucune nouvelle, alors que les soirées se fussent si bien prêtées à rencontre, n'autorisait-il pas tous les doutes? Une porte s'ouvrit, et une chambrière invita Philippe à le suivre. Il était décidé cette fois à ne pas s'en laisser compter. Il traversa plusieurs salles, puis la chambrière s'effaça. Et Philippe entra dans une pièce basse, encombrée de meubles, et où flottait un entêtant parfum qu'il connaissait bien, une essence de jasmin que les marchands recevaient d'Orient. Il fallut un instant à Philippe pour s'habituer à la pénombre et à la chaleur. Un grand feu aux braises épaisses ardait dans la cheminée de pierre. « Madame, dit-il. » Une voix vint du fond de la pièce, une voix un peu rauque, comme endormie. « Approchez, messire. » Marguerite osait-elle le recevoir dans sa chambre, sans témoin? Philippe d'Aunay fut bien vite tranquillisé et déçu. La reine de Navarre n'était pas seule. À demi cachée par la courtine du lit, une dame de parage, le menton et les cheveux emprisonnés dans la guimpe blanche des veuves, brodait. Marguerite, pour sa part, était allongée sur le lit, dans une robe de maison doublée de fourrure, d'où sortaient ses pieds nus, petits et potelés. Recevoir un homme en pareille tenue et pareille posture était en soi une audace. Philippe s'avança et prit un tour de cour que démentait l'expression de son visage, pour dire que la comtesse de Poitiers l'envoyait prendre nouvelle de la reine de Navarre, lui porter compliment et lui remettre un présent. Marguerite écouta sans bouger ni tourner les yeux. Elle était petite, de cheveux noirs, de teint ambré. On disait qu'elle avait le plus beau corps du monde et qu'elle n'était pas la dernière à le faire savoir. Philippe regardait cette bouche ronde, sensuelle, ce menton court, partagé d'une fossette, cette gorge charnue qui soulevait l'échancrure de la robe, ce bras replié et haut découvert par la large emmanchure. Philippe se demandait si Marguerite était entièrement nue sous la fourrure. « Posez ce présent sur la table, dit-elle. Je vais le voir dans un instant. » Elle s'étira, bâilla, montrant ses courtes dents blanches, sa langue effilée, son palais rose et plissé. Elle bâillait comme font les chats. Elle n'avait pas encore une seule fois regardé le jeune homme. En revanche, il se sentait observé par la dame de parage. Il ne connaissait pas parmi les suivantes de Marguerite cette veuve au visage long et aux yeux trop rapprochés. Il fit effort pour contenir une irritation qui ne cessait de croître. « Dois-je transmettre, demanda-t-il, une réponse à madame de Poitiers ?» Marguerite consentit enfin à regarder Philippe. Elle avait des yeux admirables, sombres et veloutés, qui caressaient les choses et les êtres. « Dites à ma belle-sœur de Poitiers, prononça-t-elle. Philippe, s'étant un peu déplacé, fit un geste nerveux du bout des doigts pour inviter Marguerite à écarter la veuve. Mais Marguerite ne sembla pas comprendre. Elle souriait, non pas particulièrement à Philippe, elle souriait dans le vide. « Ou bien non, reprit-elle. Je vais lui écrire un message que vous lui remettrez. » Puis, à la dame de parage, « Ma bonne, il va être temps de me vêtir. Veuillez vous assurer que ma robe est apprêtée. » La veuve passa dans la pièce voisine, mais sans fermer la porte. Marguerite se leva, découvrant un beau genou lisse, et passant auprès de Philippe, elle lui chuchota dans un souffle. « Je t'aime. »« Pourquoi ne t'ai-je pas vu depuis 5 jours ?» demanda-t-il de la même façon. « Oh, la belle chose !» s'écria-t-elle en déployant la ceinture qu'il lui avait apportée. « Que Jeanne a donc de goût, et comme ce présent me ravit !»« Pourquoi ne t'ai-je pas vu ?» répéta Philippe à voix basse. « Elle va convenir à merveille pour y pendre ma nouvelle aumônière, » reprit Marguerite bien fort. « Messire d'Aunay, avez-vous le temps d'attendre que j'écrive ce mot de merci ?» Elle s'assit à une table, prit une plume d'oie, une feuille de papier et ne traça qu'un mot. Elle fit signe à Philippe de s'approcher et il put lire sur la feuille « Prudence ». Puis elle cria en direction de la pièce voisine « Madame de Comminges, allez chercher ma fille, je ne l'ai point embrassée de tout le matin. »
on entendit la dame de Parage sortir. « La prudence, dit alors Philippe, est une bonne excuse pour éloigner un amant et en accueillir d'autres. Je sais bien que vous me mentez. » Elle eut une expression à la fois de lassitude et d'énervement. « Et moi, je vois bien que vous ne comprenez rien, répondit-elle. Je vous prie de prendre mieux garde à vos paroles, et même à vos regards. C'est toujours quand deux amants commencent à se quereller ou à se lasser qu'ils trahissent leurs secrets devant leur entourage. Contrôlez-vous mieux. » Marguerite, se disant, ne jouait pas. Depuis quelques jours, elle sentait autour d'elle un vague parfum de soupçon. Louis de Navarre avait fait allusion devant elle à ses succès, aux passions qu'elle allumait, plaisanteries de Marie où le rire sonnait faux. Les impatiences de Philippe avaient-elles été remarquées? Du portier et de la chambrière de la Tour de Nesle, deux domestiques qui venaient de Bourgogne et qu'elle terrorisait en même temps qu'elle les couvrait d'or? Marguerite pouvait se croire sûre autant que d'elle-même. Mais nul n'est jamais à l'abri d'une imprudence de langage. Et puis, il y avait cette dame de Comminges, qu'on lui avait imposée pour complaire à monseigneur de Valois, et qui rôdait partout dans ses tristes atours. « Vous avouez donc que vous êtes lassé ?» dit Philippe d'Aunay. « Oh, que vous êtes ennuyeux, vous savez, répliqua-t-elle. On vous aime et vous ne cessez de gronder. »« Eh bien, ce soir, je n'aurai pas lieu d'être ennuyeux, répondit Philippe. Il n'y aura pas conseil. Le roi nous l'a dit lui-même, vous pourrez ainsi rassurer votre époux tout à votre aise. » Au visage qu'elle montra, Philippe, s'il n'avait pas été aveuglé par la colère, aurait pu comprendre que sa jalousie, de ce côté au moins, n'avait pas à s'alarmer. « Et moi, j'irai chez les Ribaudes, ajouta-t-il. « Fort bien, dit Marguerite. Ainsi vous me raconterez comment font ces filles. J'y prendrai plaisir. » Son regard s'était allumé. Elle se lissait les lèvres du bout de la langue, ironiquement. « Garce, 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 pensa Philippe. Il ne savait comment la prendre, tout coulait sur elle comme l'eau sur un vitrail. Elle alla vers un coffre ouvert, y prit une bourse que Philippe ne lui connaissait pas. « Cela va faire merveille, dit Marguerite en glissant la ceinture dans les passants et en allant se poser la bourse contre la taille devant un grand miroir d'étain. « Qui t'a donné cette aumônière ?» demanda Philippe. « C'est... » Elle allait répondre ingénument la vérité, mais elle le vit si crispé, si soupçonneux, qu'elle ne put résister à s'amuser de lui. « C'est quelqu'un. »« Qui ? Devinez. Le roi de Navarre ? Mon époux n'a pas ces générosités. »« Alors qui ? Cherchez. Je veux savoir. J'ai le droit de savoir, dit Philippe en s'emportant. C'est un présent d'homme, et d'homme riche, et d'homme amoureux, parce qu'il a des raisons de l'être, j'imagine. » Marguerite continuait de se regarder dans le miroir, essayant l'aumônière sur une hanche, puis sur l'autre, puis au milieu de la ceinture, tandis que dans ce mouvement balancé, la robe fourchée lui couvrait et lui découvrait la jambe. « C'est monseigneur d'Artois ?» dit Philippe. « Ah, quel mauvais goût vous me prêtez, messire, dit-elle. Ce grand butor qui sent toujours le gibier. »« Le sire de Fienne, alors, qui tourne autour de vous, comme de toutes les femmes, » reprit Philippe. Marguerite pencha la tête de côté, prenant une pose songeuse. « Le sire de Fienne, dit-elle. Je n'avais pas remarqué qu'il me portât intérêt, mais puisque vous le dites, merci de m'en aviser. Je finirai bien par savoir. Quand vous aurez cité toute la cour de France, elle allait ajouter, vous penserez peut-être à la cour d'Angleterre, mais elle fut interrompue par le retour de madame de Comminges qui poussait devant elle la princesse Jeanne. La petite fille, âgée de 3 ans, marchait lentement, engoncée dans une robe brodée de perles. Elle ne tenait de sa mère que son front bombé, rond, presque buté, mais elle était blonde, avec un nez mince, de longs cils battants sur des yeux clairs, et elle pouvait être aussi bien de Philippe d'Aunay que du roi de Navarre. Sur ce sujet non plus, Philippe n'avait jamais pu connaître la vérité, et Marguerite était trop habile pour se trahir en une question si grave. Chaque fois que Philippe voyait l'enfant, il se demandait « Est-elle de moi ?» Il se remémorait des dates, cherchait des indices, et il pensait que plus tard il aurait à s'incliner bien bas devant une princesse qui était peut-être sa fille, et qui peut-être aussi monterait sur les 2 trônes et de Navarre et de France, puisque Louis et Marguerite n'avaient pour l'instant d'autre descendance. Marguerite souleva la petite Jeanne, la baisa au front, constata qu'elle avait la mine fraîche et la remit à la dame de Parage en disant « Voilà, je l'ai embrassée, vous pouvez la reconduire. » Elle lut dans les yeux de madame de Comminges que celle-ci n'était pas dupe. « Il faut me débarrasser de cette veuve, se dit-elle. » Une autre dame entra, demandant si le roi de Navarre était là.
Ce n'est point chez moi habituellement qu'on le trouve à cette heure, répondit Marguerite. C'est qu'on le cherche par tout l'hôtel. Le roi le fait mander dans l'instant. Et sait-on pour quel motif? J'ai cru comprendre, madame, que les Templiers ont rejeté la sentence. Le peuple s'agite autour de Notre-Dame et partout la garde est doublée. Le roi a convoqué conseil. Marguerite et Philippe échangèrent un regard. La même idée leur était venue, qui n'avait rien à voir avec les affaires du royaume. Les événements obligeraient peut-être Louis de Navarre à passer une partie de la nuit au palais. « Il se peut que la journée ne s'achève point comme prévu, dit Philippe. Marguerite l'observa un instant et jugea qu'elle l'avait assez fait souffrir. Il avait repris un maintien respectueux et distant, mais son regard mendiait le bonheur. Elle en fut émue et se sentit du désir pour lui. « Il se peut, messire, dit-elle. » La complicité entre eux était rétablie. Elle alla prendre le papier où elle avait écrit Prudence et le jeta au feu en ajoutant « Ce message ne convient point. J'en ferai tenir un autre plus tard à la comtesse de Poitiers. J'espère avoir de meilleures choses à lui dire. Adieu, messire. » Le Philippe d'Aunay qui sortit de l'hôtel de Nesle n'était plus le même que celui qui était entré. Pour une seule parole d'espoir, il avait repris confiance en sa maîtresse, en lui-même, en l'existence entière, et cette fin de matinée lui semblait radieuse. « Elle m'aime toujours. Je suis injuste envers elle, pensa-t-il. En franchissant le corps de garde, il se heurta à Robert d'Artois. On aurait pu croire que le géant suivait le jeune écuyer à la piste. Il n'en était rien. D'Artois, pour l'heure, avait d'autres problèmes. « Monseigneur de Navarre est-il en sa demeure ?» demanda-t-il à Philippe. « Je sais qu'on le cherche pour le conseil du roi, dit Philippe. »« Le veniez-vous prévenir ?»« Oui, répondit Philippe pris de court. Et aussitôt il pensa que ce mensonge, trop aisément vérifiable, était une sottise. « Je le cherche pour le même motif, dit d'Artois. Monseigneur de Valois voudrait l'entretenir auparavant. » Ils se séparèrent, mais cette rencontre fortuite donna l'éveil au géant. « Serait-ce lui ?» se demanda-t-il tandis qu'il traversait la grande cour pavée. Il avait aperçu Philippe une heure plus tôt dans la galerie Mercière en compagnie de Jeanne et de Blanche. Il le retrouvait maintenant à la porte de Marguerite. Ce damoiseau leur sert-il de messager, ou bien est-il l'amant de l'une des trois? Ah, si cela est, je ne tarderai pas à en être averti. Car madame de Comminges ne manquerait pas de le renseigner. En outre, il avait un homme à lui chargé de surveiller la nuit les abords de la tour de Nesle. Les filets étaient tendus, tant pis pour cet oiseau au joli plumage, s'il venait s'y faire prendre. Le conseil du roi. Le prévôt de Paris, accourant tout essoufflé chez le roi, avait trouvé celui-ci de bonne humeur. Philippe le Bel était occupé à admirer 3 grands lévriers qui venaient de lui être envoyés avec la lettre suivante, où se reconnaissait sans peine une plume italienne. « Moult aimé et redouté roi, notre sire, un mien neveu, tout pénitent de son forfait, m'est venu confesser que ces 3 chiens à lièvre qu'il guidait ont heurté votre seigneurie dans son passage. Si indigne qu'il soit de lui être présenté, je ne me sens point suffisance de mérite pour les conserver davantage, maintenant qu'ils ont touché si haute et puissante personne telle qu'elle est. Ils me sont arrivés depuis peu par la trafic de Venise. À donc, je requiers en grâce votre seigneurie de les recevoir et les tenir, pour ce qui lui plaira, en gage de très dévotieuse humilité. » Signé Spinello Tolomei, Siennois. L'habile homme que ce Tolomei, avait dit Philippe le Bel. Lui qui refusait tout présent ne résistait pas à accepter des chiens. Il possédait les plus belles meutes du monde, et c'était flatter sa seule passion que de lui faire don de chiens de cour aussi magnifiques que ceux qu'il avait devant les yeux. Tandis que le prévôt lui expliquait ce qui s'était passé à Notre-Dame, Philippe le Bel avait continué de s'intéresser aux 3 lévriers, de leur relever les babines pour examiner leurs crocs blancs et leurs gueules noires, de palper leur poitrine profonde au pelage couleur de sable. Des bêtes directement importées d'Orient, sans aucun doute. Entre le roi et les animaux, les chiens surtout, il existait un accord immédiat, secret, silencieux. À la différence des hommes, les chiens n'avaient point peur de lui. Et déjà le plus grand des 3 lévriers était venu poser la tête sur le genou de son nouveau maître. « Bouville !» avait appelé Philippe le Bel. Hugues de Bouville, le premier chambellan, homme d'une 50aine d'années, aux cheveux curieusement partagés en mèches blanches et en mèches noires,
qui le faisait ressembler à un cheval pie, était apparu. « Bouville, qu'on assemble sur l'heure le conseil étroit. » Puis, congédiant le prévôt, en lui laissant entendre qu'il jouait sa vie s'il se produisait le moindre trouble dans la ville, Philippe le Bel était resté à méditer en compagnie de ses chiens. « Alors, mon Lombard, qu'allons-nous faire ?» avait-il murmuré en caressant la tête du grand lévrier, lui donnant ainsi son nouveau nom. Car on appelait Lombard indistinctement tous les banquiers ou marchands originaires d'Italie. Et puisque ce chien venait de l'un d'eux, le mot s'était imposé au roi, comme allant de soi, pour le désigner. Maintenant, le conseil étroit était réuni. Non pas dans la vaste chambre de justice qui pouvait contenir plus de 100 personnes et qu'on utilisait seulement pour les grands conseils, mais dans une petite pièce attenante, où un feu brûlait. Autour d'une table longue, les membres de ce conseil restreint avaient pris place pour décider du sort des Templiers. Le roi siégeait au haut bout, le coude appuyé au bras de sa cathèdre et le menton dans sa main. À sa droite était assis Enguerrand de Marigny, coadjuteur et recteur du royaume, puis Guillaume de Nogaret, garde des Sceaux, Raoul de Presles, maître au Parlement de justice, et 3 autres légistes, Guillaume du Bois, Michel de Bourdenay et Nicole le Loquetier. À sa gauche, son fils aîné, le roi de Navarre, qu'on avait enfin trouvé, Hugues de Bouville, le grand chambellan, et le secrétaire privé Maillard. 2 places resteraient vides, celle du comte de Poitiers qui était en Bourgogne, et celle du prince Charles, le dernier fils du roi, parti le matin pour la chasse et qui n'avait pu être joint. Il manquait encore monseigneur de Valois, qu'on avait envoyé quérir à son hôtel et qui devait y comploter, comme à son habitude, avant chaque conseil. Le roi avait décidé qu'on commencerait sans lui. Enguerrand de Marigny parla le premier. Ce tout-puissant ministre, et tout-puissant de par son entente profonde avec le souverain, n'était pas né noble. C'était un bourgeois normand, qui s'appelait Leportier, avant de devenir sire de Marigny. Il avait suivi une carrière prodigieuse qui lui valait autant de jalousie que de respect. Le titre de coadjuteur, créé pour lui, en avait fait l'alter ego du roi. Il avait 49 ans, une carrure solide, le menton large, la peau grumeleuse, et il vivait avec magnificence sur l'immense fortune qu'il s'était acquise. Il passait pour avoir la parole la plus habile du royaume et possédait une intelligence politique qui dominait de très haut son époque. Il ne lui fallut que quelques minutes pour fournir un tableau complet de la situation. Il venait d'ouïr plusieurs rapports, dont celui de son frère l'archevêque de Sens. Le grand maître et le précepteur de Normandie ont été remis, sire, entre vos mains par la commission de l'Église, dit-il. Il vous est désormais loisible de disposer d'eux totalement, sans en référer à personne, fût-ce au pape. N'est-ce pas ce que nous pouvions espérer de mieux ? Il s'interrompit. La porte venait de s'ouvrir sur monseigneur de Valois, frère du roi et ex-empereur de Constantinople, qui faisait une entrée en coup de vent. Ayant seulement esquissé une inclinaison de tête en direction du souverain, et sans prendre la peine de s'informer de ce qui avait été dit dans son absence, le nouvel arrivant s'écria « Qu'entends-je, sire mon frère ? Messire le portier de Marigny, il avait bien insisté sur le portier, trouve que tout va pour le mieux ? Eh bien, mon frère, vos conseillers se contentent de peu. Je me demande quel jour ils trouveront que tout va mal. » De 2 ans le cadet de Philippe le Bel, mais paraissant l'aîné, et aussi agité que son frère était calme, Charles de Valois, le nez gras, les joues couperosées par la vie des camps et les excès de table, poussait devant lui une arrogante panse et s'habillait avec une somptuosité orientale qui, sur tout autre, eût paru ridicule. Il avait été beau. Né au plus près du trône de France, et ne se consolant pas de ne pas l'occuper, ce prince brouillon s'était employé à courir l'univers pour trouver un autre trône où s'asseoir. Il avait dans son adolescence reçu, mais sans pouvoir la garder, la couronne d'Aragon. Puis il avait tenté de reconstituer à son profit le royaume d'Arles. Puis il s'était porté candidat à l'Empire d'Allemagne, mais avait échoué assez piteusement à l'élection. Veuf d'une princesse d'Anjou-Sicile, il était par son remariage avec Catherine de Courtenay, héritière de l'Empire latin d'Orient, devenu empereur de Constantinople. Mais empereur titulaire seulement, car un véritable souverain, Andronique II Paléologue, régnait alors à Byzance. Or même ce sceptre illusoire, par suite d'un second veuvage, venait de lui échapper l'année précédente pour passer à l'un de ses gendres, le prince de Tarente.
Ses meilleurs titres de gloire étaient sa campagne éclair de Guyenne en 1297 et sa campagne de Toscane en 1301, où, soutenant les Guelfes contre les Gibelins, il avait ravagé Florence et exilé le poète Dante. Ce pourquoi le pape Boniface VIII l'avait fait comte de Romagne. Valois menait train royal, avait sa cour et son chancelier. Il détestait Enguerrand de Marigny pour 20 raisons. Pour l'extraction roturière de celui-ci, pour sa dignité de coadjuteur, pour sa statue dressée parmi celles des rois dans la galerie Mercière, pour sa politique hostile aux grands féodaux, pour tout. Valois ne parvenait pas à admettre, lui, petit-fils de Saint-Louis, que le royaume fût gouverné par un homme sorti du commun. Ce jour-là, il était vêtu de bleu et d'or, depuis le chaperon jusqu'aux souliers. « 4 vieillards à demi-morts, reprit-il, dont on nous avait assuré que le sort était réglé, de quelle façon, hélas, tiennent en échec l'autorité royale, et tout est pour le mieux. Le peuple crache sur le tribunal. Quel tribunal? Recruté pour les besoins, convenons-en, mais enfin c'est une assemblée d'église. Et tout est pour le mieux. La foule hurle à la mort. Mais contre qui? Contre les prélats, contre le prévôt, contre les archers, contre vous, mon frère. Et tout va pour le mieux. Eh bien, soit, réjouissons-nous. Tout est au mieux. Il éleva les mains qu'il avait belles et toutes chargées de bagues, et puis s'assit non point à la place qui lui avait été réservée, mais sur le premier siège à sa portée, au bas bout de la table, comme pour bien affirmer par cet exil son désaccord. Enguerrand de Marigny était resté debout, un pli d'ironie cernant son large menton. « Monseigneur de Valois doit être mal renseigné, dit-il calmement. Sur les 4 vieillards dont il parle, 2 seulement ont protesté contre la sentence qui les condamnait. Quant au peuple, tous les rapports m'assurent qu'il est fort partagé d'opinion. »« Partagé » s'écria Charles de Valois. « Mais c'est scandale déjà qu'il puisse être partagé. Qui demande au peuple son opinion? Vous, messire de Marigny? Et l'on comprend pourquoi. Voilà tout le résultat de votre belle invention d'avoir assemblé les bourgeois, les vilains et autres manants pour leur faire approuver les décisions du roi. À présent, le peuple s'arroge le droit de juger. » En toute époque et tout pays, il y eut toujours 2 partis, celui de la réaction et celui du progrès. 2 tendances s'affrontaient au conseil du roi. Charles de Valois, se considérant comme le chef naturel des grands barons, incarnait la réaction féodale. Son évangile politique tenait à quelques principes qu'il défendait avec acharnement. Droit de guerre privée entre les seigneurs, droit pour les grands feudataires de battre monnaie sur leur territoire, maintien de l'ordre moral et légal de la chevalerie, soumission au Saint-Siège considéré comme suprême puissance arbitrale. Toute institution ou coutume héritée des siècles passés, mais que Philippe le Bel, inspiré par Marigny, avait abolie, ou qu'il travaillait à abolir. Enguerrand de Marigny représentait le progrès. Ses grandes idées étaient la centralisation du pouvoir, de l'administration, l'unification des monnaies, l'indépendance du gouvernement vis-à-vis de l'Église, la paix extérieure par la fortification des villes clés et l'établissement de garnisons permanentes, la paix intérieure par un renforcement général de l'autorité royale, l'augmentation de la production par la sécurité des échanges et du trafic marchand. On appelait les dispositions prises ou promues par lui les noveltés. Mais ces médailles avaient leur revers. La police qui proliférait coûtait cher à nourrir et les forteresses chères à construire. Battu en brèche par le parti féodal, Enguerrand s'était efforcé de donner au roi l'appui d'une classe qui, en se développant, prenait conscience de son importance, la bourgeoisie. Il avait en plusieurs occasions difficiles, et particulièrement à propos de conflits avec le Saint-Siège, convoqué au palais de la Cité les bourgeois de Paris en même temps que les barons et les prélats. Il avait fait de même dans les villes de province. L'Angleterre, où depuis un demi-siècle déjà fonctionnait régulièrement une chambre des communes, lui servait d'exemple. Il n'était pas encore question pour les assemblées françaises de discuter les décisions royales, mais seulement d'en entendre les raisons et de les approuver. Valois, tout brouillon qu'il fût, était le contraire d'un sot. Et il ne manquait pas une occasion de tenter de discréditer Marigny. Leur opposition, sourde pendant longtemps, s'était muée dans les mois récents en lutte ouverte. « Si les hauts barons, dont vous êtes le plus haut, monseigneur, dit Marigny, s'étaient soumis de meilleur gré aux ordonnances royales, nous n'aurions pas eu besoin de nous appuyer sur le peuple. »« Bel appui, en vérité !» cria Valois. « Les émeutes de 1306, où le roi et vous-même avez dû contre Paris soulever vous réfugier au Temple, oui, je vous le rappelle, au Temple, ne vous ont guère servi de leçon. Je vous prédis qu'avant qu'il soit longtemps, si l'on continue de ce train, les bourgeois se passeront du roi pour gouverner, et ce sont vos assemblées qui feront les ordonnances. » Le roi se taisait, le menton dans la main,
et les yeux grands ouverts fixés droit devant lui. Il ne battait que très rarement des paupières. Ses cils restaient en place immuablement pendant de longues minutes. Et c'était cela qui donnait à son regard l'étrange fixité dont tant de gens s'effrayaient. Marigny se tourna vers lui, comme s'il lui demandait d'user de son autorité pour arrêter une discussion qui s'égarait. Philippe le Bel souleva légèrement la tête et dit « Mon frère, ce ne sont point des assemblées, mais des Templiers que ce jour nous nous occupons. »« Soit, dit Valois, en tapotant la table. « Occupons-nous des Templiers. » « Nogaret, murmura le roi. Le garde des Sceaux se leva. Depuis le début du conseil, il était brûlé d'une colère qui n'attendait que l'instant d'éclater. Fanatique du bien public et de la raison d'État, l'affaire des Templiers était son affaire. Et il y apportait une passion qui ne connaissait ni limite ni repos. C'était d'ailleurs à ce procès du Temple que Guillaume de Nogaret devait, depuis la Saint-Maurice de l'an 1307, sa haute charge dans l'État. Ce jour-là, au cours d'un conseil qui se tenait à Maubuisson, l'archevêque de Narbonne, Gilles Esselin, alors garde des Sceaux royaux, s'était refusé tragiquement à apposer ceux-ci sur l'ordonnance d'arrestation des Templiers. Philippe le Bel, sans un mot, avait pris les sceaux des mains de l'archevêque pour les mettre devant Nogaret, faisant de ce légiste le second personnage de l'administration royale. Nogaret était ardent, austère et implacable comme la faux de la mort. Osseux, noir, le visage en longueur, il tripotait sans cesse quelque partie de son vêtement ou bien rongeait l'ongle d'un de ses doigts plats. « Sire, la chose monstrueuse, la chose horrible à penser et terrible à entendre qui vient de se produire, commença-t-il d'un ton à la fois emphatique et précipité, prouve que toute indulgence, toute clémence accordée à des suppôts du diable est une faiblesse qui se renverse contre vous. Il est vrai, dit Philippe le Bel en se tournant vers Valois, que la clémence que vous m'avez fait conseiller, mon frère, et que ma fille d'Angleterre m'a demandé par message, ne semble guère porter de bons fruits. Continuez, Nogaret. On laisse à ces chiens pourris une vie qu'ils ne méritent pas. Au lieu de bénir leur juge, ils en profitent pour insulter aussitôt l'Église et le roi. Les Templiers sont des hérétiques. « Étaient » laissa tomber Charles de Valois. « Vous dites, monseigneur » demanda Nogaret impatient. « Je dis étaient, messire. Car si j'ai bonne mémoire sur les milliers qu'il se comptait en France, et que vous avez bannis, ou claustrés, ou roués, ou rôtis, il ne vous en reste plus que 4 entre les mains. Assez embarrassant, je vous l'accorde, puisqu'après 7 ans de procédure, ils viennent encore clamer leur innocence. Il semble que naguère, messire Nogaret, vous alliez plus vite en besogne, lorsque vous saviez d'un seul soufflet faire disparaître un pape. » Nogaret frémit, et la peau de son visage devint plus foncée sous le poil bleu de sa barbe. Car il demeurait l'homme qui avait conduit jusqu'au cœur du Latium la sinistre expédition destinée à déposer le vieux Boniface VIII, et au bout de laquelle ce pape de 88 ans avait été giflé sous la tiare pontificale. Nogaret s'était vu en retour frappé d'excommunication, et il avait fallu tout le pouvoir de Philippe le Bel sur Clément V, deuxième successeur de Boniface, pour obtenir la levée de la sentence. Cette pénible affaire n'était pas tellement ancienne, elle ne datait que de 11 ans, et les adversaires de Nogaret ne manquaient jamais l'occasion de la lui rappeler. « Nous savons, monseigneur, répliqua-t-il, que vous avez toujours appuyé les Templiers. Sans doute comptiez-vous sur eux pour reconquérir, fût-ce à la grande ruine de la France, ce trône de Constantinople sur lequel il apparaît que vous ne vous êtes guère assis. » Il avait rendu outrage pour outrage, et son teint reprit meilleure couleur. « Tonnerre !» s'écria Valois en se dressant et en renversant son siège derrière lui. Un aboiement parti de dessous la table fit sursauter les assistants, sauf Philippe le Bel, et éclater de rire nerveusement Louis de Navarre. L'aboiement venait du grand lévrier que le roi avait gardé près de lui et qui n'était pas encore habitué à ces éclats. « Louis, taisez-vous, » dit Philippe le Bel en posant sur son fils un regard glacé. Puis il claqua des doigts en disant « Lombard, à bas !» et ramena contre sa cuisse la tête du chien. Louis de Navarre, que l'on commençait à surnommer Louis Hutin, c'est-à-dire le disputeur, et le confus, Louis Labrouille, baissa le nez pour étouffer son fou rire. Il avait 25 ans, mais pour la cervelle, il n'en comptait pas 15. Il montrait quelques traits de ressemblance physique avec son père, mais son regard était fuyant et ses cheveux sans lustre. « Sire, dit Charles de Valois solennellement, après que le grand chambellan lui eut relevé son siège. « Sire, mon frère, Dieu m'est témoin que je n'ai jamais songé qu'à vos intérêts et à votre gloire. » Philippe le Bel tourna les yeux vers lui,
et Charles de Valois se sentit moins assuré dans sa parole. Néanmoins, il poursuivit. « C'est à vous seulement, mon frère, que je pense encore, lorsque je vois détruire à plaisir ce qui a fait la force du royaume. Sans le temple, refuge de la chevalerie, comment pourrez-vous entreprendre une nouvelle croisade s'il fallait la faire ?» Ce fut Marigny qui se chargea de répondre. « Sous le sage règne de notre roi, dit-il, nous n'avons pas eu croisade, justement parce que la chevalerie était calme, monseigneur, et qu'il n'était point nécessaire de la conduire outre la mer dépenser ses ardeurs. Et la foi, messire !» L'or repris aux Templiers a grossi davantage le trésor, monseigneur, que tout ce grand commerce qui se trafiquait sous les oriflammes de la foi, et les marchandises circulent aussi bien sans croisade. « Messire, vous parlez comme un mécréant ! Je parle comme un serviteur du royaume, monseigneur !» Le roi frappa légèrement la table. « Mon frère, c'est des Templiers qu'il s'agit ce jour. Je vous demande votre conseil. »« Mon conseil ? Mon conseil !» répéta Valois pris de court. Il était toujours prêt à réformer l'univers, mais jamais à fournir un avis précis. « Eh bien, mon frère, que ceux qui ont si bien conduit l'affaire, il désigna Nogaret et Marigny, vous inspirent comment la terminer. Pour moi, et il fit le geste de Pilate. « Louis, votre conseil ?» demanda le roi. Louis de Navarre tressaillit et mit un moment à répondre. « Si l'on confiait ces Templiers au pape, dit-il enfin. « Louis, taisez-vous, dit le roi, et il échangea avec Marigny un regard de commisération. Renvoyer le grand maître devant le pape, c'était tout recommencer depuis le début, tout remettre en cause, le fond et la forme, effacer les dessaisissements si durement arrachés à plusieurs conciles, annuler 7 années d'efforts, rouvrir la voie à toutes les contestations. Faut-il que ce soit ce sot, ce pauvre esprit incompétent qui doive me succéder sur le trône, pensait Philippe le Bel. Enfin, espérons que d'ici là, il aura mûri. Une averse de mars vint crépiter sur les vitres enchâssées de plomb. « Bouville, dit le roi. Le grand chambellan n'était que dévouement, obéissance, fidélité, souci de plaire, mais n'avait pas la pensée tournée à l'initiative. Il se demandait quelle réponse le souverain souhaitait. « Je réfléchis, sire, je réfléchis, répondit-il. Nogaret, votre conseil. » Que ceux qui sont retombés dans l'hérésie subissent le châtiment des hérétiques, et sans délai, répondit le garde des Sceaux. « Le peuple, demanda Philippe le Bel, en déplaçant son regard vers Marigny. Son agitation, sire, tombera aussitôt que ceux qui en sont la cause auront cessé d'exister, dit le coadjuteur. Charles de Valois tenta un dernier effort. « Mon frère, dit-il, considérez que le grand maître avait rang de prince souverain, et que toucher à sa tête, c'est attenter au respect qui protège les têtes royales. » Le regard du roi lui coupa la parole. Il y eut un temps de silence pesant, puis Philippe le Bel prononça « Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'île aux Juifs, face au jardin du palais. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Messire de Nogaret rédigera l'arrêt, j'ai dit. » Il se leva, et tous les assistants l'imitèrent. « J'entends que tous ici vous assistiez au supplice, mes seigneurs, et que notre fils Charles y soit aussi présent. Qu'on l'en avertisse, ajouta-t-il. Puis il appela « Lombard » et sortit, le chien marchant dans ses pas. À ce conseil, auquel avaient participé 2 rois, un ex-empereur, un vice-roi et plusieurs dignitaires, 2 grands seigneurs à la fois de guerre et d'église, venaient d'être condamnés à mourir par le feu. Mais pas un instant on n'avait eu le sentiment qu'il fût question de vie et de chair humaine. Il ne s'était agi que de principe. « Mon neveu, dit Charles de Valois à Louis Hutin, nous aurons assisté ce jour à la fin de la chevalerie. » La tour des amours. La nuit était tombée. Un vent faible charriait des odeurs de terre mouillée, de vase, de sève en travail, et chassait de gros nuages noirs dans un ciel sans étoiles. Une barque, qui venait de quitter la rive, à hauteur de la tour du Louvre, avançait sur la Seine dont l'eau luisait comme un bouclier bien graissé. 2 passagers étaient assis à l'arrière de la barque, le pan de leur manteau rejeté sur l'épaule. « Un vrai temps de mécréance aujourd'hui, dit le batelier qui pesait lentement sur ses rames. Au matin, on se réveille avec une brume qu'on n'y voit pas à 2 toises, et puis, sur tierce, voilà le soleil qui se montre. Alors on pense le printemps est en route.
Pas plus tôt dit, c'est les giboulées qui recommencent pour toutes les véprées. À présent, le vent vient de se lever et qui va forcer pour sûr un temps de mécréant. Plus vite, bonhomme, dit l'un des passagers. On fait du mieux qu'on peut. C'est que je suis vieux, vous savez, 53 à la Saint-Michel, j'aurais. Je suis plus fort comme vous l'êtes, mes jeunes seigneurs, répondit le batelier. Il était vêtu de loques et paraissait se complaire à prendre un ton géniard. À distance, vers la gauche, on voyait des lumières sautiller sur l'îlot des Juifs, et plus loin, les fenêtres allumées du palais de la cité. Il y avait grand mouvement de barques de ce côté-là. « Alors, mes gentilshommes, vous n'allez donc point avoir grillé les Templiers ?» reprit le batelier. « Il paraît que le roi y sera avec ses fils. C'est-il vrai ?»« Il paraît, » fit le passager. « Et les princesses, y seront-elles de même ?»« Je ne sais pas, sans doute, » dit le passager en détournant la tête pour signifier qu'il ne tenait pas à poursuivre la conversation. Puis, à son compagnon, il dit à voix basse « Ce bonhomme ne me plaît pas, il parle trop. » Le second passager haussa les épaules avec indifférence, puis, après un silence, il chuchota « Comment as-tu été prévenu ?»« Par Jeanne, comme toujours. »« Chère comtesse Jeanne, que de grâce nous lui devons !» À chaque coup de rame, la tour de Nesle se rapprochait, haute masse noire dressée contre le ciel noir. « Gauthier, » reprit le premier passager en posant la main sur le bras de son voisin, « ce soir, je suis heureux. Et toi ?»« Moi aussi, Philippe. Je me sens bien aise. » Ainsi parlaient les deux frères d'Aunay, se dirigeant vers le rendez-vous que Blanche et Marguerite leur avaient donné aussitôt qu'elles avaient su que leur époux serait absent pour la soirée. Et c'était la comtesse de Poitiers, serviable une fois de plus aux amours des autres, qui s'était chargée du message. Philippe d'Aunay avait peine à contenir sa joie. Toutes ses alarmes du matin étaient effacées. Tous ses soupçons lui paraissaient vains. Marguerite l'avait appelé, Marguerite l'attendait. Dans quelques instants, il tiendrait Marguerite entre ses bras, et il se jurait d'être l'amant le plus tendre, le plus gai, le plus ardent qui se puisse trouver. La barque aborda au talus dans lequel s'enfonçaient les assises de la tour. La dernière crue du fleuve y avait laissé une couche de vase. Le passeur tendit le bras aux deux jeunes gens pour les aider à prendre pied. « Alors, bonhomme, c'est bien convenu, » lui dit Gauthier d'Aunay. « Tu nous attends sans t'éloigner et sans te laisser voir. »« Toute la vue, si vous voulez, mon jeune seigneur, du moment que vous me payez pour cela, » répondit le passeur. « La moitié de la nuit sera assez, » dit Gauthier. Il lui donna un sou d'argent, 12 fois plus que ne valait la course, et lui en promit autant pour le retour. Le passeur salua bien bas. Prenant garde à ne pas glisser, ni trop se crotter, les deux frères franchirent les quelques pas qui les séparaient d'une poterne à laquelle ils frappèrent selon un signal convenu. La porte s'entr'ouvrit. Une chambrière qui tenait un lumignon au poing leur livra passage, et après avoir rebarricadé la porte, les précéda dans un escalier à vis. La grande pièce ronde où elle les fit pénétrer n'était éclairée que par les lueurs du feu dans la cheminée à hotte, et ces lueurs allaient se perdre dans la croisée d'ogives d'un plafond à voûte. Ici, comme dans la chambre de Marguerite, flottait une odeur d'essence de jasmin. Tout en était imprégné, les étoffes brodées d'or tendues sur la muraille, les tapis, les fourrures fauves répandues en abondance sur des lits bas, à la mode orientale. Les princesses n'étaient pas là. La chambrière sortit en disant qu'elle allait les avertir. Les deux jeunes gens, ayant ôté leurs manteaux, s'approchèrent de la cheminée et tendirent machinalement les mains à la flamme. Gauthier d'Aunay était d'une vingtaine de mois l'aîné de son frère Philippe, auquel il ressemblait fort, mais en plus court, plus solide et plus blond. Il avait le cou large, les joues roses, et prenait la vie avec amusement. Il ne semblait pas, comme Philippe, tour à tour ravagé ou exalté par la passion. Il était marié, et bien marié, à une Montmorency dont il avait déjà 3 enfants. « Je me demande toujours, dit-il en se chauffant, pourquoi Blanche m'a pris pour amant, et pourquoi même elle a un amant. De la part de Marguerite, cela s'explique sans peine. Il suffit de voir le hutin avec son regard bas et sa poitrine creuse, et de te contempler à côté pour comprendre aussitôt, et puis il y a tout le reste que nous savons. » Il faisait allusion par là à des secrets d'alcôve, au peu de vigueur amoureuse du jeune roi de Navarre et à la discorde sourde qui existait entre les époux. « Mais Blanche, je ne comprends point, » reprit Gauthier d'Aunay. « Son mari est beau, bien plus beau que je ne le suis. »« Mais non, mon frère, ne proteste pas, Charles est plus beau, il a toute l'apparence du roi Philippe. Blanche est aimée de lui, et je pense bien, quoi qu'elle m'en dise, qu'elle l'aime aussi. Alors pourquoi ?
Oh, je savoure ma chance, mais je n'en vois point la raison. Serait-ce simplement parce que Blanche veut agir en tout comme sa cousine? Il y eut un léger bruit de pas et des chuchotements dans la galerie qui reliait la tour à l'hôtel, et les deux princesses apparurent. Philippe s'élança vers Marguerite, mais s'arrêta net dans son mouvement, à la ceinture de sa maîtresse. Il avait aperçu l'aumônière qui l'avait tant irrité le matin. « Qu'as-tu, mon beau Philippe » demanda Marguerite, les bras tendus et la bouche offerte. « N'es-tu pas heureux ?»« Je le suis, madame, » répondit-il froidement. « Que se passe-t-il encore? Quelle nouvelle mouche! Est-ce pour me narguer ?» dit Philippe en désignant l'aumônière. Elle eut un beau rire chaud. « Ah, que tu es sot, que tu es jaloux, que tu me plais. Tu n'as donc pas compris que j'agissais par jeu? Mais je te la donne, cette bourse, si cela doit t'apaiser. » Elle détacha prestement l'aumônière de sa ceinture. Philippe eut un geste pour protester. « Voyez-moi ce folle, continua-t-elle, qui prend feu au moindre propos. » Et, grossissant la voix, elle s'amusa à contrefaire la colère de Philippe. « Un homme? Quel est cet homme? Je veux savoir, c'est Robert d'Artois, c'est le sire de Fienne !» À nouveau, son beau rire roula dans sa gorge. « C'est une parente qui me l'a envoyé, messire l'ombrageux, puisque vous voulez tout savoir, reprit-elle. Et Blanche a reçu la même, et Jeanne aussi. Si c'était un présent d'amour, songerais-je à te l'offrir? C'en est un à présent pour toi. » À la fois penaud et comblé, Philippe Daunet admirait l'aumônière que Marguerite lui avait mise presque de force dans la main. Se tournant vers sa cousine, Marguerite ajouta « Blanche, montre ton aumônière à Philippe, je lui ai donné la mienne. » Et à l'oreille de Philippe, elle murmura « Je gage fort qu'avant qu'il soit longtemps, ton frère aura reçu même présent. » Blanche était allongée sur l'un des lits bas, et Gauthier, un genou en terre auprès d'elle, lui couvrait de baisers la gorge et les mains. Se soulevant à demi, elle demanda, la voix rendue un peu lointaine par l'attente du plaisir. « N'est-ce pas bien imprudent, Marguerite, ce que tu fais là ?»« Mais non, » répondit Marguerite, « personne ne sait, et nous ne les avons pas encore portés. Il suffira d'avertir Jeanne. Et puis, le don d'une bourse n'est-il pas la meilleure manière de remercier de bons gentilshommes du service qu'ils nous font ?»« Alors, s'écria Blanche, je ne veux pas que mon bel amant soit moins aimé et moins paré que le tien. » Et elle délia son aumônière, que Gauthier accepta sans peine ni gêne puisque son frère l'avait fait. Marguerite regarda Philippe d'un air qui signifiait « Ne te l'avais-je pas dit ?» Philippe lui sourit. Il ne pourrait jamais la deviner ni se l'expliquer. Était-ce la même femme qui le matin, cruelle, coquette, perfide, s'ingéniait à le faire défaillir de jalousie et qui maintenant, lui offrant un cadeau de 20 livres, se tenait entre ses bras soumise, tendre, presque tremblante. « Si je t'aime si fort, murmura-t-il, je crois bien que c'est parce que je ne te comprends pas. » Aucun compliment ne pouvait toucher davantage Marguerite. Elle en remercia Philippe en enfouissant ses lèvres dans son cou, puis, se dégageant, et l'oreille soudain attentive, elle s'écria « Entendez-vous? Les Templiers, on les amène au bûcher. » Le regard brillant, le visage animé d'une curiosité trouble, elle entraîna Philippe vers la fenêtre, haute meurtrière taillée en biais dans l'épaisseur du mur, et elle ouvrit les 3 vitrails. Une grande rumeur de foule pénétra dans la pièce. « Blanche, Gauthier, venez voir, dit Marguerite. » Mais Blanche répondit dans un gémissement heureux. « Oh non, je ne veux pas bouger d'ici, je suis trop bien. » Entre les 2 princesses et leurs amants, toute pudeur était depuis longtemps abolie. Et ils avaient accoutumé de se livrer les uns devant les autres à tous les jeux de la passion. Si Blanche parfois détournait les yeux et réfugiait sa nudité dans les coins d'ombre, Marguerite au contraire prenait un surcroît de plaisir à contempler l'amour des autres comme à s'offrir à leurs regards. Mais pour l'instant, collée à la fenêtre, elle était retenue par le spectacle qui se déroulait au milieu de la scène. Là-bas, sur l'île aux Juifs, 100 archers disposés en cercle élevaient des torches allumées. Et la flamme de toutes ces torches vacillant dans le vent formait une grotte de clarté où l'on voyait nettement l'immense bûcher et les aides-bourreaux qui escaladaient les piles de rondins. En deçà des archers, l'îlot, simple prairie où l'on menait d'ordinaire paître vaches et chèvres, était couvert d'une foule pressée, et une nuée de barques sillonnait le fleuve, chargée de gens qui voulaient assister au supplice. Partie de la rive droite, une barque plus lourde que les autres et montée par des hommes d'armes debout venait d'accoster à l'îlot. 2 hautes silhouettes grises coiffées d'étranges chapeaux en descendirent. Devant elles se profilait une croix.
Alors, la rumeur de la foule grossit, devint clameur. Presque au même instant, une loggia s'éclaira dans une tour, dite de l'eau, bâtie à la pointe du jardin du palais. Bientôt l'on vit des ombres se profiler dans cette loggia. Le roi et son conseil venaient d'y prendre place. Marguerite éclata de rire, d'un long rire modelé, cascadant, qui n'en finissait pas. « Pourquoi ris-tu » demanda Philippe. « Parce que Louis est là-bas » répondit-elle, « et que s'il faisait jour, il pourrait me voir. » Ses yeux luisaient, ses boucles noires dansaient sur son front bombé. D'un mouvement rapide, elle fit surgir de sa robe ses belles épaules ambrées et laissa choir ses vêtements à terre, comme si elle avait voulu, à travers la distance de la nuit, narguer le mari qu'elle détestait. Elle attira sur ses hanches les mains de Philippe. Au fond de la salle, Blanche et Gauthier étaient étendus l'un près de l'autre, dans un enlacement indistinct, et le corps de Blanche avait des reflets de nacre. Là-bas, au milieu du fleuve, la clameur croissait. On liait les Templiers sur le bûcher, auquel, dans un instant, on mettrait le feu. Marguerite frissonna sous l'air nocturne et se rapprocha de la cheminée. Elle resta un moment à regarder fixement le foyer s'exposant à l'ardeur des braises jusqu'à ce que la caresse de la chaleur devint insupportable. Les flammes moiraient sa peau de lueurs dansantes. « Ils vont brûler, ils vont griller, dit-elle d'une voix haletante et rauque. Et nous, pendant ce temps... » Ses yeux cherchaient dans le cœur du feu d'infernales images pour nourrir son plaisir. Elle se retourna brusquement, faisant face à Philippe, et s'offrit à lui, debout, comme les nymphes de la légende s'offraient au désir des faunes. Sur le mur, leurs ombres se projetaient, immenses, jusqu'aux voûtes du plafond. Je cite au tribunal de Dieu. Le jardin du palais n'était séparé de l'île aux Juifs que par un mince bras de fleuve. Le bûcher avait été dressé de manière à faire face à la loggia royale de la Tour de l'Eau. Les curieux ne cessaient d'affluer sur les deux berges boueuses de la Seine, et l'îlot lui-même disparaissait sous le piétinement de la foule. Les passeurs ce soir faisaient fortune, mais les archers étaient bien alignés. Les sergents truffaient les rassemblements. Des piquets d'hommes d'armes avaient été postés sur les ponts et aux issues de toutes les rues qui aboutissaient à la rive. « Marigny, vous pourrez complimenter le prévôt, » dit le roi à son coadjuteur. L'agitation, dont on avait pu redouter le matin qu'elle ne tournât à la révolte, s'achevait en fête populaire, en liesse foraine, en divertissement tragique offert par le roi à sa capitale. Il régnait une atmosphère de kermesse. Des truands se mêlaient aux bourgeois qui s'étaient dérangés en famille. Les filles folieuses étaient accourues, fardées et teintes des ruelles derrière Notre-Dame, où elles exerçaient leur commerce. Des gamins se faufilaient entre les pieds des gens pour gagner les premiers rangs. Quelques juifs, serrés en groupes timides, la rouelle jaune sur leur manteau, étaient venus regarder ce supplice dont, pour une fois, ils ne faisaient pas les frais. Et de belles dames en surcot fourré, quêteuses d'émotions fortes, se serraient contre leurs galants, poussant de petits cris nerveux. L'air était presque froid. Le vent soufflait par courtes rafales. La lueur des torches répandait sur le fleuve des marbrures rouges. Messire Alain de Pareil, chapeau de fer en tête, l'air ennuyé comme toujours, se tenait à cheval en avant de ses archers. Autour du bûcher, dont la hauteur dépassait la taille d'un homme, les bourreaux et leurs aides encapuchonnés de rouge s'affairaient, rectifiaient l'alignement des rondins, préparaient les fagots de réserve avec le souci du travail bien fait. Au sommet du bûcher, le grand maître des Templiers et le précepteur de Normandie étaient déjà liés côte à côte à leurs poteaux. On leur avait mis sur la tête l'infamante mitre de papier des hérétiques. Un moine tendait vers leur visage un crucifix à longue hampe et leur adressait ses dernières exhortations. La foule fit silence pour entendre le moine. « Dans un instant, vous allez comparaître devant Dieu. Il est temps encore de confesser vos fautes et de vous repentir. Je vous en adjure pour la dernière fois. » Là-haut, les condamnés immobiles entre ciel et terre, et la barbe tordue par le vent, ne répondirent pas. « Il refuse de se confesser, il ne se repente point, » murmura-t-on dans l'assistance. Le silence devint plus dense, plus profond. Le moine s'était agenouillé au pied du bûcher et récitait les prières en latin. Le maître bourreau prit de la main d'un de ses êtres le brandon d'étoupe allumé qu'il fit tournoyer plusieurs fois pour en aviver la flamme. Un enfant se mit à pleurer et l'on entendit claquer le bruit d'une gifle. Alain de Pareil se tourna vers la loggia royale comme s'il demandait un ordre. Tous les regards, toutes les têtes se dirigèrent du même côté et toutes les respirations restèrent en suspens. Philippe le Bel était debout, contre la balustrade.
avec les membres de son conseil alignés de part et d'autre de sa personne et formant sous la lumière des torches comme un bas-relief au flanc de la tour. Les condamnés eux-mêmes avaient levé les yeux vers la loggia. Le regard du roi et celui du grand maître se croisèrent, se mesurèrent, s'accrochèrent, se retinrent. Personne ne pouvait savoir quelle pensée, quel sentiment, quel souvenir roulait sous le front des deux ennemis. Mais la foule perçut instinctivement que quelque chose de grandiose, de terrible, de surhumain était en train de se jouer dans cet affrontement muet entre ces deux princes de la terre, l'un tout-puissant, l'autre qu'il avait été. Le grand maître du temple allait-il enfin s'humilier et demander pitié? Et le roi Philippe le Bel allait-il dans un mouvement d'ultime clémence gracier les condamnés? Le roi fit un geste de la main, et l'on vit étinceler une bague à son doigt. À l'un de pareil répéta le geste à l'intention du bourreau, et celui-ci enfonça le brandon d'étoupe dans les fagots. Un immense soupir s'échappa de milliers de poitrines, soupir de soulagement et d'horreur, de trouble joie et d'épouvante, d'angoisse, de répulsion et de plaisir mêlés. Plusieurs femmes hurlèrent, des enfants se cachèrent la tête dans les vêtements de leurs parents. Une voix d'homme cria « Je t'avais bien dit de ne pas venir !» La fumée commença de s'élever en spirale épaisse, qu'une rafale de vent rabattit vers la loggia. Monseigneur de Valois toussa, y mettant le plus d'ostentation qu'il put. Il recula entre Guillaume de Nogaret et Marigny et dit « Si cela continue, nous serons étouffés avant que vos templiers ne brûlent. Vous auriez pu au moins faire prendre du bois sec. » Nul ne fit écho à sa remarque. Nogaret, les muscles tendus, l'œil ardent, savourait âprement son triomphe. Ce bûcher, c'était l'aboutissement de 7 années de lutte, de voyages épuisants, de milliers de paroles prononcées pour convaincre, de milliers de pages écrites pour prouver. « Allez, griller, flamber, pensait-il. Vous m'avez assez tenu en échec, j'avais raison, et vous êtes vaincu. » Enguerrand de Marigny, copiant son attitude sur celle du roi, se forçait à demeurer impassible et à considérer ce supplice comme une nécessité du pouvoir. Il le fallait, se répétait-il. Mais il ne pouvait éviter, en voyant des hommes mourir, de songer à la mort, de songer à sa mort. Les deux condamnés cessaient d'être enfin des abstractions politiques. Hugues de Bouville priait sans se faire remarquer. Le vent vira, et la fumée, de seconde en seconde plus épaisse et plus haute, environna les condamnés, les cachant presque à la foule. On entendit les deux vieux hommes tousser et octer contre leurs poteaux. Louis de Navarre se mit à rire niaisement en frottant ses yeux rougis. Son frère Charles, le cadet des fils du roi, détournait la tête. Le spectacle visiblement lui était pénible. Il avait 20 ans. Il était élancé, blond et rose, et ceux qui avaient connu son père au même âge disaient qu'il lui ressemblait de manière saisissante, mais en moins vigoureux, en moins imposant aussi, comme une copie affaiblie d'un grand modèle. L'apparence était là, mais la trempe manquait, et les dons de l'esprit également. « Je viens de voir apparaître des lumières chez toi, dans la tour de Nesle, dit-il à Louis à mi-voix. Ce sont les gardiens sans doute qui veulent se régaler l'œil aussi. » « Je leur céderai volontiers ma place, murmura Charles. « Quoi, cela ne t'amuse-t-il donc pas de voir rôtir le parrain d'Isabelle » dit Louis de Navarre. « Il est vrai que messire Jacques fut le parrain de notre sœur, » murmura Charles. « Louis, taisez-vous, fit le roi. Le jeune prince Charles, pour dissiper le malaise qui le gagnait, s'efforça d'occuper sa pensée d'un objet rassurant. Il se mit à songer à sa femme Blanche, à se représenter le merveilleux sourire de Blanche, les bras légers de Blanche entre lesquels, tout à l'heure, il irait demander l'oubli de cette atroce vision. Mais il ne put éviter que s'interposa un souvenir malheureux, le souvenir des 2 enfants que Blanche lui avait donnés et qui étaient morts presque aussitôt qu'apparus, 2 petites créatures qu'il revoyait inertes dans leur lange brodée. Le sort lui accorderait-il d'avoir de Blanche d'autres enfants, et qui vécussent? Le hurlement de la foule le fit sursauter. Les flammes venaient de jaillir du bûcher. Sur un ordre d'Alain de Pareil, les archers éteignirent leurs torches dans l'herbe, et la nuit ne fut plus éclairée que par le brasier. Le précepteur de Normandie fut atteint le premier. Il eut un pathétique mouvement de recul quand le feu courut vers lui, et ses lèvres s'ouvrirent largement comme s'il cherchait en vain à aspirer un air qui le fuyait. Son corps, malgré la corde, se plia presque en 2. Sa mitre de papier tomba et fut en un instant consumée. Le feu tournait autour de lui, puis une vague fumée l'enveloppa. Quand elle se dissipa, Geoffroy de Charnay était en flammes, hurlant et haletant, et tentant de s'arracher au poteau qui tremblait sur sa base. Le grand maître inclinait le visage vers son compagnon et lui parlait. «
Mais la foule grondait si fort à présent pour surmonter son horreur que l'on ne put rien entendre sinon le mot de frère par 2 fois lancé. Les aides-bourreaux couraient en se bousculant, puisant dans la réserve de bûches et attisant le foyer avec de longs crocs de fer. Louis de Navarre, dont la pensée avait des retours assez lents, demanda à son frère « Es-tu bien sûr d'avoir vu des lumières dans la tour de Nesle? Je n'en aperçois point. » Et un souci un moment sembla l'habiter. Enguerrand de Marigny s'était mis la main devant les yeux, comme pour se protéger de l'éclat des flammes. « Belle image de l'enfer que vous nous donnez là, messire de Nogaret, dit le comte de Valois. Est-ce à votre vie future que vous songez ?» Guillaume de Nogaret ne répondit pas. Geoffroy de Charnay n'était plus qu'un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s'effondrait lentement dans la cendre, devenait cendre. Des femmes s'évanouirent. D'autres s'approchaient de la berge à la hâte pour aller vomir dans l'eau, presque sous le nez du roi. La foule, d'avoir tant hurlé, s'était calmée, et l'on commençait à crier au miracle parce que le vent s'obstinant à souffler dans le même sens couchait les flammes devant le grand maître, et que celui-ci n'avait pas encore été atteint. Comment pouvait-il tenir si longtemps? Le bûcher de son côté paraissait intact. Puis, soudain, il y eut un effondrement du brasier, et ravivé les flammes bondirent devant le condamné. « Ça y est, lui aussi !» s'écria Louis de Navarre. Les vastes yeux froids de Philippe le Bel, même en ce moment, ne sciaient pas. Et tout à coup, la voix du grand maître s'éleva à travers le rideau de feu, et comme si elle se fût adressée à chacun, atteignit chacun en plein visage. Avec une force stupéfiante, ainsi qu'il l'avait fait devant Notre-Dame, Jacques de Molay criait « Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera !» La flamme le flagella, brûla sa barbe, calcina en une seconde sa mitre de papier et alluma ses cheveux blancs. La foule terrifiée s'était tue. On eût dit qu'on brûlait un prophète fou. De ce visage en feu, la voix effrayante proféra « Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races !» Les flammes entrèrent dans la bouche du grand maître et y étouffèrent son dernier cri. Puis, pendant un temps qui parut interminable, il se battit contre la mort. Enfin il se plia, la corde se rompit. Il s'effondra dans la fournaise, et l'on vit sa main qui demeurait levée entre les flammes. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'elle fût toute noire. La foule demeurait sur place, et n'était que murmures, attentes sans raison, consternation, angoisse. Tout le poids de la nuit et de l'horreur était tombé sur elle. Les derniers craquements des braises la faisaient tressaillir, les ténèbres gagnaient sur les lueurs déclinantes du bûcher. Les archers voulurent repousser les gens, mais ceux-ci ne se décidaient pas à partir. Ils chuchotaient « Ce n'est pas nous qui l'a maudit, c'est le roi, n'est-ce pas? C'est le pape, c'est Nogaret !» Les regards se levaient vers la loggia. Le roi était toujours contre la balustrade. Il regardait la main noire du grand maître plantée dans la cendre rouge. Une main brûlée, tout ce qui restait de l'ordre illustre des chevaliers du temple. Mais cette main était immobilisée dans le geste de l'anathème. « Eh bien, mon frère, dit monseigneur de Valois, avec un mauvais sourire, vous voici content, je pense. » Philippe le Bel se retourna. « Non, mon frère, dit-il, je ne le suis point. J'ai commis une erreur. » Valois se gonfla, déjà prêt à triompher. « Vraiment, vous en convenez ?» ?»« Oui, mon frère, dit le roi. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. » Suivi de Nogaret, de Marigny et de Bouville, il descendit l'escalier de la tour pour regagner ses appartements. Maintenant, le bûcher était gris avec quelques étoiles de feu qui sautaient encore et s'éteignaient vite. La loggia restait emplie d'une amère odeur de chair brûlée. « Cela pue, dit Louis de Navarre. Je trouve vraiment que cela pue trop, allons-nous-en. » Le jeune prince Charles se demandait si même entre les brades blanches, il parviendrait à oublier.